Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Cette semaine, je suis avec Alizée. Bienvenue. Merci, très heureuse d'être ici. Et donc cette semaine, je pense qu'on va avoir affaire à un podcast, comme toutes les semaines en fait, très intéressant. On a déjà défini nos petits sujets avant et je pense que ça va être plutôt cool. Mais avant tout, je te laisse dire aux auditeurs qu'est-ce que tu fais. Après, on parlera un petit peu de ton parcours, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien parler avant tout de qui tu es aujourd'hui pour qu'on puisse mieux comprendre ton parcours, etc. Je te laisse la parole. C'est parti. Du coup, enchantée, moi c'est Alizée, j'ai 27 ans, bientôt 28 ans. Je suis passionnée d'entrepreneuriat depuis littéralement mes 16 ans et aujourd'hui je suis bras droit des entrepreneurs et des dirigeants. Et Ouais. donc, aujourd'hui, tout se fait via les réseaux. Si jamais tu veux nous expliquer un peu plus, parce que on pourrait penser que tu es assistante virtuelle, par exemple, alors que c'est pas du tout Non. le cas. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus en détail ce que Ouais, tu fais au quotidien? bien sûr, ce que je fais au quotidien. Donc du coup, effectivement, mon travail, il est majoritairement sur les réseaux et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneuses digitales justement dans toute la partie stratégique, opérationnelle, délégation, gestion de projet, gestion d'events. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. À moi seule, une seule et même personne qui arrive à gérer tout ça et sur plusieurs clients. Oui. Voilà, Et puis ce qui est marrant, c'est qu'en discutant avant, on s'est surtout aperçu qu'on avait exactement le même business, mais juste agencé de manière différente. complètement. Complètement. Et Léna que, en gros, à ouais, l'agence, du coup, pour la partie délégation. Et moi, j'ai pas encore l'agence, mais potentiellement, pourquoi pas, ça pourrait être une un idée. bon modèle. Ouais, un bon modèle. Grave, parce que du coup, je pense que c'est quand même intéressant d'expliquer ça, parce que ça fait un premier sujet business. Bien sûr, on reviendra à ton parcours, mais peut-être que si le sujet se présente à nous, on va sauter sur On va, l'occasion. on va Du côté, on a le même business, mais agencé différemment, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire agencé Oui, différemment. oui, complètement. Donc, du coup, on est toutes les deux dans l'accompagnement des entrepreneurs, Mm. dans le développement digital, surtout. C'est ça le but. C'est aussi pour ça qu'on est sur ce podcast. Bah, Euh... Et donc, on accompagne tout autant dans l'entrepreneuriat que dans la partie mindset. On a aussi cette plus-value mindset toutes les deux. Donc, toi, t'es plutôt... est-ce que tu as des spécificités côté mindset? Parce que moi, du coup, je parle beaucoup de PNL, Alors, mais comment est-ce que toi, t'agences les choses? côté mindset, moi, je me suis aussi formée à la PNL à un moment donné. Et après, j'ai apporté aussi, donc, dans la partie mindset, il y a aussi la partie numérologie stratégique. Donc, en fait, là, c'est vraiment la partie mindset et spiritualité, du coup, avec la numérologie stratégique. Donc, en fonction des années, en fonction des chiffres, en fonction de tout ça, des Ok, jours. et donc il y a ce côté-là, il y a ce côté-là en plus qui est une plus-value. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, comme tu le disais, tu as toute cette partie aussi process, entrepreneuriat, bien-être, et ça. Et on le voit direct dans tes stories, ce côté hyper punchy, etc. Moi, je me rappelle, j'avais trop kiffé. Et c'était ça aussi qui m'avait trop donné envie de te recevoir dans le podcast. Beaucoup d'énergie. Et surtout la partie délégation. Oui. Ouais. Donc, tu fais de la technique aussi pour tes clients. Après, ça rime à quoi exactement? Tu vas faire les posts Instagram, tu vas faire les montages, etc. Pas du tout. La communication, par contre, c'est vraiment quelque chose. Et du coup, je pense que ça peut être hyper intéressant de te donner mon point de vue justement sur la partie délégation et communication. C'est vrai que moi, par exemple, la partie communication, c'est pas du tout quelque chose que je gère parce que je me dis que c'est propre à chacun. Ils ont développé un personal branding, une manière de parler. Alors même si moi, je vais être en immersion avec eux et donc plus ou moins, j'arrive à me calquer. Je pense que c'est un avantage aussi, ce côté très caméléon, et j'arrive à me calquer en fait sur eux, sur leur manière de parler, mais pas au point de pouvoir prendre la main sur leur communication. Donc moi, je vais vraiment être dans le bac technique, mais vraiment pure technique, pas du tout donc la com. Et par contre, je vais être sur toute la partie mise en ligne de la formation, création du site, création de la plateforme, création des workbooks, espace Notion pour les élèves, s'il y a des formations, toute cette partie-là. Donc vraiment la Et partie donc, tech. après, c'est... Ouais, c'est toi qui vas le faire, c'est toi qui vas les faire ou tu vas vraiment être dans le conseil pour les... Ah non, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Ah En oui, fait, c'est ça. mes clientes se focus vraiment, par exemple, si c'est une création de formation, elles vont vraiment se focus sur toute la partie créer les vidéos. Parce que du coup, je ne peux pas faire leurs vidéos, mais du coup, elles vont vraiment se focus, tu vois, sur la partie vidéo, et ensuite, elles me balancent les vidéos, et moi, je m'occupe potentiellement des montages s'il y a des montages à faire, et ensuite, je m'occupe de tout mettre sur la plateforme, de tout mettre en forme, la structure, les modules, les leçons, tout ce qui est avec. D'accord. Et donc, du coup, sur la partie réseaux sociaux, tu touches à rien, tu me disais? Parce que moi, du coup, dans ma tête, je pensais que, par exemple, tu pouvais faire un peu de SEM, tu vois. Non, du tout. Par contre, sur la partie réseaux sociaux, je ne touche. Il y a que la partie réseaux sociaux sur laquelle je ne touche pas et sur laquelle, du coup, il n'y a pas la délégation.
D'accord, et donc du coup, pourquoi est-ce qu'on disait qu'on a des business pareils mais agencés différemment? C'est que toi, tu as vraiment une offre bras droit où tu t'associes, ça c'est une juridiquement du coup, c'est une association? Alors non, Ou c'est c'est pas une une prestation? c'est une prestation juridiquement. D'accord, oui, c'est parce que comme tu l'as dit, c'est l'offre, c'est une association, moi, du coup, c'est quand même important de préciser pour les auditeurs. Non, 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 c'est pas une association. Après, pourquoi pas à long terme, ça va dépendre forcément du coup de la longévité, de la durée des contrats avec les clients, de la prestation, de s'ils sont contents, de s'ils sont pas contents. Et après, pourquoi pas par la suite que ça devienne une association du coup pure. Mais pour l'instant, on est vraiment sur du bras droit. Je suis un associé externalisé. Voilà. C'est ça, et puis clairement, c'est génial. Moi, je trouve ça top parce que du coup, ça peut te permettre aussi de «tester» entre guillemets la personne parce que, bon, juridiquement, une fois que tu es associé et que la personne, elle a des parts à ta boîte, c'est mort de c'est mort dans le game, quoi. Exactement, exactement. Donc du coup, Ouais, t'as tout, en fait, t'as tous les avantages et t'as pas les inconvénients d'avoir un associé. mais grave, et en plus, du coup, tu fais vraiment du 360, et donc pourquoi on dit qu'on a quasiment les mêmes business, c'est que moi, j'ai juste splitté différemment. J'ai juste la partie conseil consulting d'un côté et mon agence, vraiment purement agence de communication, une agence digitale de l'autre côté, où on a une partie CM, une partie webmastering, une partie graphisme, une partie, enfin Une tout ce qui partie, touche de toute façon au digital. à tous les pôles du Donc c'est digital. pour bah, c'est ça, en fait, tout ce qui est important, et du coup, toutes les 2, ce qui est génial, c'est qu'on a un peu ce côté, tu sais, on est comme de l'eau, tu vois, on s'adapte, à tout, on prend la forme de, tu vois, on a un peu ce côté métamorphe qui est Exact. génial parce qu'on est un peu le travail d'arrière-plan et on en reparlera dans le podcast, ce travail d'arrière-plan qu'on voit très rarement Oui. et qui est, bon, à notre sens, en tout cas, dommage de pas le montrer plus, Oui, et c'est aussi une de nos idéologies qu'on a en commune. Et complètement. donc, moi, j'ai ma partie agence et toi, tu fais tout en un. Et ça, je Ouais, trouve ça trop cool. Et c'est pour ça qu'on parlait de quasiment les mêmes business, mais juste agencés différemment. c'est ça. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton parcours? De mon parcours. Du coup, pour reprendre un petit peu ce que je disais au tout début, donc j'ai toujours été passionnée d'entrepreneuriat depuis très longtemps. Et pour résumer un petit peu mon parcours, ce business-là est mon troisième business dans tout mon parcours, dans tout mon cheminement. J'ai eu d'abord une boutique de prêt-à-porter. Ensuite, j'ai fermé cette boutique de prêt-à-porter. Je pense que c'est important de le dire, mais cette boutique de prêt-à-porter a duré 6 mois et j'ai eu aucun problème à la fermer et à me dire: «OK Alizée, c'est ton premier échec entrepreneurial, mais c'est pas grave, ce sera pas le dernier, tu vas apprendre». Et je pense que c'est important d'accepter aussi, ses parts d'échecs, dans ses aventures entrepreneuriales. Et donc du coup ensuite je suis retournée dans le salariat, j'ai fait pas mal de choses. J'ai été manager de points de vente dans le prêt-à-porter, j'ai été agent immobilier aussi. Et ensuite j'ai décidé de remonter, puisque l'entrepreneuriat me collait toujours à la peau, j'ai décidé de remonter une société dans laquelle j'étais créatrice. Donc là j'étais vraiment créatrice d'accessoires et de bijoux pour femmes pendant 2 ans. J'en ai vécu pendant 2 ans, j'ai eu des points de vente Incroyable. Galeries Lafayette, le printemps. Ouais, 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 ouais. Putain, c'est ouf! J'avais des beaux points de vente et en fait vraiment un jour, et je pense que c'est très drôle à raconter, mais un jour j'étais du coup dans mon atelier en train d'enfiler des perles et j'ai eu comme un espèce de flash où je me suis vue en fait de l'extérieur et je me suis dit: mais en fait tu vas vraiment enfiler des perles toute ta vie dans un atelier. Et en fait, c'est parti vraiment de cette phrase, genre, mais tu vas vraiment enfiler des perles toute ta vie dans un atelier. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas ça que j'aspire, c'est pas ça comme business model que je veux. J'ai pas envie d'être seule dans un atelier, même si je devais recruter des gens ou quoi que ce soit. C'était pas ça qui me faisait vraiment vibrer. Je pense que cette entreprise a vraiment été le tremplin et celle qui m'a permis en fait d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Parce que du coup, après, j'ai dû me former sur tout ce qui a été réseaux sociaux, parce que la création, je savais le faire, je la maîtrisais. Mais par contre, le reste, pas du tout. Toute la partie tech, réseaux sociaux, marketing, communication. Et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me former sur tout le digital. Et à partir de ce moment-là, je ne me suis littéralement jamais arrêtée. Je me suis prise une passion pour ça. Et du coup, j'ai décidé de fermer cette entreprise en août 2022 et j'ai ouvert du coup une SASU. J'ai même pas ouvert une micro, j'ai ouvert directement une SASU et la Rise le 7 septembre 2022. Donc c'est hyper récent au final. Ouais, ça fait 1 an et demi. Ah, putain, c'est incroyable, et tu vois, je pensais que ça faisait beaucoup plus tôt dans ma tête, ça faisait beaucoup plus longtemps, mais en soi, tu es entrepreneur Depuis, depuis 7 ans? depuis 7 ans, en soi, avec les couples, depuis 7 ans, je suis entrepreneur et du coup, cette entreprise vit depuis 1 an et demi.
Et du coup, j'imagine que ces 2 premières boîtes, tu as dû acquérir quand même plein de choses qui t'ont aidé, Oui, pour Ella parce que du coup, la partie réseaux sociaux, c'est une chose, mais toute la partie et justement, on va commencer à rentrer dans ce sujet-là du podcast, toute la partie de l'ombre, c'est encore autre chose. Une gestion, du juridique, du comptable. Bon, perso, c'est des sujets que j'adore, hein. Si jamais c'est mais le sujet dans lequel j'aime beaucoup aussi ce genre de sujet parce que c'est des sujets qui sont archi importants et qui sont quand même pas mal négligés. En fait, on voit toujours l'aspect beau des réseaux sociaux et en fait, c'est pas très sexy, c'est ça, c'est pas la comptabilité. alors que c'est euh, absolument indispensable. oui, véritablement. Si tu veux faire perdurer ton entreprise, c'est un indispensable. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie du triangle entre les connaissances sur le client idéal, le mindset et toute cette partie-là juridique et comptabilité, gestion. C'est ça, la fiscalité. Ouais. Le droit social. Oh, ça fait peur, ça va. Ouais. C'est pas les sujets que les gens aiment aborder en règle générale. C'est pas le truc le plus. C'est ça, c'est pas hyper sexy. Et je sais qu'il y a des gens qui savent le rendre sexy dans leur com, mais c'est pas mon cas. Moi, je sais que l'entrepreneuriat, c'est très bien. Et donc, du coup, j'imagine qu'avec ces 2 premiers business, t'as quand même, sur tous ces sujets-là, la gestion de la trésor, se créer un capital, etc. Qu'est-ce que t'as appris justement de ces premières sociétés? Je pense que celle qui m'a le plus appris dans toute cette partie-là, pas très sexy de l'entrepreneuriat, c'est la boutique physique, la boutique de prêt-à-porter que j'ai montée. Parce que forcément, il y a une énorme gestion derrière, puisqu'il y a de l'achat de marchandises, il y a des marges à calculer et à travailler, il y a de la TVA, enfin, il y a plein de choses qui, quand tu montes une entreprise, par exemple dans le web ou dans le digital, tu n'as pas. Donc, je pense que toute la partie, en fait, rentabilité, gestion, trésor, gestion de stock, gestion de marchandises, achat, fournisseurs, là, ça m'a vraiment énormément appris. Et même si ça a duré que 6 mois, en fait, l'entreprise a été ouverte 6 mois, mais j'ai dû travailler en amont avant de l'ouvrir. Donc, la recherche du local, trouver un local, la demande de prêt pour le local, l'ouverture, tout cet Tu l'as aspect. acheté le local? Non, je ne l'avais pas acheté, il était en location. Ah, Mais du coup, ah, parce que tu m'as dit la demande de prêt, du coup, je me suis dit, ah, peut-être qu'elle l'a parce que acheté. j'avais 20 ans, donc pour acheter tout le stock, tout acheter toute la marchandise et tout, j'ai pas eu. Ah oui! Ouais, Putain, c'est un truc de ouf. ouais. Et donc, du coup, t'as vraiment. Parce que moi, tu vois, les business physiques, maintenant, tu vois, c'est quelque chose que je connais pas plus que ça. Ouais, Parce que je suis vraiment digital à fond. tel. Et ça me rappelle, tu vois, une discussion que j'ai eue hier soir avec mon papa, qui lui avait une boîte physique. Donc, lui, il était dans l'essence, dans le pétrole. Donc, Ok. il avait des sites Total. Il Ok. gérait des sites et en gros, lui, il avait ses sociétés, il était gérant, il avait la boutique, il avait les machines à café, les lavages, etc. Et il avait l'enseigne Total. Donc, en fait, il louait à Total Ouais. le local. Et bon, il sortait des salaires à 5 chiffres, tu vois. Donc, il se payait très bien. Ouais. Et il m'a donné les chiffres de ce qu'il avait en cash flow annuel après avoir payé tout le monde. Il me dit 30 000. Et genre, moi, alors, pour une société qui faisait 2 millions par mois, hein, pour te donner un ordre d'idée, hein, parce que c'était sur une route très fréquentée, par station. Il en a eu 3. Tu vois, genre en termes de volume de chiffre d'affaires. En plus, tu vois, il y avait les boutiques à gérer, les machins. Enfin, il y avait vraiment. Et en fait, il m'a expliqué ça et il m'a donné les chiffres. Et moi, je sais que ça m'a surprise. Ouais. Parce que on est tellement habitué. Moi, je suis tellement habituée au côté digital de pas avoir de charge. Et puis surtout d'avoir pensé des process de gestion. Moi, je sais que mon agence, j'ai mes prestataires, ma SASU, je facture à ma SASU. Et en fait, moi, je dépense chez mes prestataires Ouais. seulement quand j'ai du boulot. Donc en fait, Oui. j'ai même pas une relation aux charges fixes. Enfin, Mmh. allez, Mmh. 100 € de logiciel. Les charges Et, fixes. et ça, c'est un vrai débat parce que moi, autour de moi, après, je pense que j'ai cette chance aussi là, c'est que j'ai une famille d'entrepreneurs. Mon père est entrepreneur, ma mère est entrepreneur et le père de mon copain est entrepreneur, mon beau-père est entrepreneur. Donc en fait, vraiment, je végète dans une famille d'entrepreneurs. Et par Ouais. contre, ils ont toujours eu des business physiques et pas des business digitaux. Et donc, en fait, si tu veux, quand Ouais. aujourd'hui, je vais leur parler financier dans le digital, vraiment, ils sont outrés, ils sont choqués. Genre, pour eux, ça leur paraît lunaire. Enfin, tu vois, typiquement, si tu te dis, faire un mois à 10K, 20K, 30K ou 50K en étant derrière son Ouais, pour eux, après, ça dépend encore une fois, mais 10-15K, pour eux, c'est normal. c'est ça. Tu vois, eux, s'ils font pas ce prix-là, même, tu vois, des amis boulangers,
Ouais. Où pareil, fiscalement, c'est pas très optimisé, etc. Ils nous disaient, nous, pour survivre, il nous faut 45 000 euros par mois. Et genre, moi, je me rappelle, je suis d'être tombée des nues en mode, quoi Ouais. 40 000. Il dit, ah bah oui, parce qu'on a emprunté pour des fours. Et là, tu sais, tu te dis, waouh, mais on a quand même. Alors, j'ai pas envie, j'allais dire, on a de la chance d'être dans mais on a fait les bons choix. Vas-y, On a ouais, fait les choix qui nous permettent d'être bien dans ce qu'on fait. exactement. Exactement. Et je trouve que ce gap, il est énorme. Honnêtement, c'est incroyable. Enfin, vraiment, honnêtement, la différence qu'il y a entre les business physiques et les business digitaux est juste énorme. Ah, mais C'est oui. c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que nous, quand on a l'impression de faire, quand on fait 34 de chiffre d'affaires, après, derrière, il nous reste de quoi vivre largement. Alors que eux, quand ils font 34 chiffre Limite d'affaires, sur l'année, quoi. Limite, t'as c'est fait ça. 34, tu te verses ton salaire. Le salaire, c'est juste le salaire dont t'as besoin pour vivre tous les jours, faire ton petit train-train, quoi. Avec 30 000. Exact. Que eux, derrière, ils vivent pas. Presque, ils sont, presque, ils sont dans le négatif, quoi. Mais c'est ça. Et c'est vrai que. Et du coup, toi, entrepreneurialement parlant, ça t'a appris énormément de choses. Et le deuxième business, du coup, qu'est-ce qui t'a aussi apporté sur tous ces aspects-là? Et aussi, moi, une question qui m'est venue, c'est est-ce que t'as été gagnante sur ces sociétés? Peut-être pas sur la première, financièrement Non, parlant, mais du non, coup, est-ce que, par exemple, sur la deuxième, tu as pu avoir un levier à la fin pour t'aider à monter et la rise derrière ouais. et arriver à créer d'autres projets? Parce que moi, je trouve que cet aspect-là aussi, il est hyper intéressant et je voulais te poser la question. Ouais. Alors oui, complètement. Et justement, en fait, c'est donc l'autre entreprise s'appelait Pretty Things. Et donc, du coup, c'est grâce à Pretty Things, en fait, que j'ai eu le capital pour pouvoir monter et la rise derrière et ouvrir directement une SASU. Parce que j'étais convaincue de mon projet, donc du coup, je voulais pas repartir sur une micro. Mais c'est grâce à Pretty Things que du coup, j'ai pu monter et la rise derrière. Et après, alors peut-être que ça va pas intéresser tout le monde, comment tu fais pour te rémunérer en SASU? Parce que Eh bien, il faut avoir un minimum de chiffre d'affaires parce qu'effectivement, tu ne prends pas du tout la même chose que sur une micro-entreprise et tu as 77% de charges derrière quand tu veux te rémunérer. Ou alors, après, bah, tu as... en comptant les charges salariales, quand tu comptes tes patronats, je crois que tu as 82. Oui, tout à fait. Donc, voilà, donc du coup, bah, t'as pas le choix et en fait, bah, tu te reposes pas du tout sur tes acquis ni sur tes lauriers quand tu décides de monter une SASU, c'est que vraiment tu vas y aller et t'es pas là pour, bah, du coup, t'es pas là pour enfiler des perles, quoi. Vraiment. Ça tombe bien. Voilà. Pour faire le parallèle, ça tombe super bien. C'est ça parce que moi je trouve ça, je t'admire parce que du coup je trouve que c'est un sacré challenge de dire je me fais assez confiance parce que bon, même si tu veux te rémunérer un salaire, on va dire, pour moi un salaire minimum qui est de 2000, bah, tous les mois ça te coûte 4000, plus tes charges, plus tes prestataires, plus tes... Exactement. Donc t'as pas le choix. En fait, après, je pense que c'est une partie de ma personnalité qui fonctionne comme ça. Je fonctionne beaucoup de cette manière-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est soit j'y vais et j'y vais vraiment et je me laisse pas le choix, soit j'y vais pas. Et en fait, Et c'est j'avance ce qui fait que t'as réussi. exactement. Et c'est ce qui fait que du coup, bah, dès le premier mois, en fait, j'ai pu, alors pas me tirer un salaire plein, ça c'est sûr et certain, mais par contre, dès le premier mois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire travailler ma trésorerie et j'avais mis de côté avec Pretty Things, du coup, de ce qui me restait quand j'ai fermé. Et en fait, l'objectif, ça a été vraiment de faire travailler ma trésorerie les premiers temps pour pouvoir après me tirer un salaire convenable dès que j'avais décidé de me tirer un salaire. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, comment t'as fait pour débarquer entre guillemets de nulle part? Parce que moi je le vois dans les personnes qui démarrent dans un milieu dans lequel elles sont pas du tout nées. Tu vois, Ouais, par exemple, quelqu'un qui... alors je vais trouver un exemple, quelqu'un qui a bossé dans le bâtiment et ouais, qui essaie de se lancer à son compte, il a quand même une base de personnes qu'il connaît, des fournisseurs, des machins qui peuvent le recommander. ouais, Mais dans notre métier, quand t'as pas de réseau, t'as pas de contact, t'as personne à qui puisse te recommander, personne, ne serait-ce que pour se faire des presta-tests, tu vois, même des prestats moins chers, mais quoi, toi qui permettent quand même d'avoir quelque chose de rémunérateur. ouais. Comment t'as fait pour te débarquer dans ce milieu que du coup que tu connaissais pas Non, pas du tout. et dès le premier mois réussi à Alors, avoir la bascule? le premier levier, c'est que j'ai de suite, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je rentre dans des réseaux d'entrepreneurs, dans des communautés, des choses comme ça. Ça, j'ai compris que de suite, ça allait être la force et l'élément déclencheur. Et ensuite, ça va paraître... Les gens peuvent penser que c'est hyper bateau, mais moi, venant de business
physique, bah, en fait, ça a été le bouche à oreille. En fait, les personnes connaissaient mes compétences et en fait, en discutant avec eux, hein, tout simplement, hein, dans la vie réelle, hein, hors réseaux sociaux, je continuais de poster sur les réseaux, je partageais ce que je faisais. Et en fait, un jour, il en vient une discussion d'une femme d'une créatrice qui voulait développer sa marque. Et en fait, à l'origine, c'est ce que je faisais. J'étais coach business pour les créatrices, puisque bah, du coup, c'était ce que j'avais fait juste avant. Donc, c'était facile pour moi de leur apprendre justement toute cette thématique-là. Et donc, du coup, en discutant, elle me dit qu'elle veut développer son business, qu'elle veut développer sa marque. Et je lui explique bah, que c'est exactement ce que je fais. Et je lui explique mon parcours un petit peu entrepreneurial et ce que je fais aujourd'hui, pourquoi je le fais. Et elle m'a dit, OK, pas de souci, bah, du coup, on signe où? Et j'ai signé ma première cliente avec un accompagnement à 1500 euros dès le premier Et mois. sur combien de temps? Il était sur 3 mois. Donc c'est génial. Et pour toutes les personnes qui cherchent des clients, investissez dans votre réseau. Oui, Et en ce moment, j'en parle beaucoup et j'ai l'impression que on ne m'entend pas. vraiment, vraiment, Parce que, tu vois, vraiment. on a tendance à se cacher derrière le digital, en fait. Oui, oui, Et en fait, on va venir sur un des sujets, du coup, qu'on a défini avant ce podcast, c'est le côté les actions de l'ombre qu'on donne. Parce qu'en fait, la réussite d'un business, c'est plus son réseau physique, les personnes que vous connaissez, les endroits dans lesquels vous allez avec d'autres entrepreneurs, les séminaires, les masterminds, les apéros IMO, les apéros business, tout ce qu'on veut, sont 10 fois plus importants que vos réseaux sociaux. Et toutes les deux, on n'a pas un nombre d'abonnés absolument oufissime. non. Moi, j'en ai 3000, toi, t'en as 3000 aussi, 2000, J'en ai 1000, 1000. j'en ai 1100, Et je crois. pourtant, on fait plein de thunes. Ouais, Non, mais je veux dire, on a quand même des chiffres d'affaires qui vont tourner, des sociétés qui vont tourner. Et, et je trouve qu'en fait, le digital, du coup, quand on regarde quelqu'un de novice qui va regarder les comptes entrepreneuriaux, qui ne mettent pas en avant ça, justement, après, c'est pas. Encore une fois, je blâme personne et il y a aucun souci, mais nous, on est aussi là pour montrer en fait ces aspects-là, donc personne ne parle, parce qu'il n'y a pas de secret dans le business, il n'y a pas ceux qui vendent des méthodes magiques, c'est fuyez. Mais par contre, il y a des choses dont on ne vous parle pas, parce qu'en fait, ce qui intéresse les gens qui vous vendent des choses sur le digital, c'est le digital. Et ils vous disent pas que... Non mais tu vois, c'est une réflexion toute conne, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui vend des formations en ligne irait dire à ses clients, ouais, non mais il faut avoir un réseau physique? C'est à l'encontre, alors que pourtant, elle, ce qui permet de se développer, c'est leur réseau physique. mais c'est exactement ça. C'est Et c'est ce les, travail de l'ombre-là qui est important. les deux premiers, pour moi, les deux premiers leviers très importants quand tu te lances, ou même du coup quand tu peux patauger dans la mare, parce que du coup, bah, ça peut arriver à n'importe quel entrepreneur à un moment d'avoir un moment de creux dans la vague, c'est vraiment d'aller travailler son réseau. Que ce soit un réseau physique ou même un réseau digital, tu vois, tu peux aller sur des communautés d'entrepreneurs, tu peux rejoindre potentiellement plein de communautés d'entrepreneurs en ligne, et après, du coup, créer des liens et les rencontrer en physique. Mais en fait, c'est vraiment créer un réseau, s'entourer vraiment, enfin, pour moi, s'entourer, c'est le plus important dans le business. Parce que du coup, c'est la force en fait des autres qui fait que tu vas t'élever. Oui, carrément. Et puis, je trouve aussi que en termes de ressenti, bah, directement, en fait, tu sens la personne, tu vois, que tu as en face de toi. Et je trouve que pareil, un call d'une heure ou d'une demi-heure, bah, tu fais du réseau. Mais je trouve qu'il y a quand même une barrière, tu vois. Oui, Alors que oui, quand tu es en direct avec la personne, en général, bah, tu es dans un contexte qui aide vachement et qui est vachement plus propice à trouver des relations cool. complètement. Et puis, t'es pas timé par le temps. Genre, quand t'es en visio ou ce genre de choses, tu peux être Exactement, timé c'est ce que par j'allais le dire. temps, en fait. Et t'as le truc de se dire, genre, ok, mais en fait, il me reste 30 minutes avec la personne. Ok, il me reste. Donc, en fait, t'es même pas archi focus sur la personne et ce qu'elle est en train de te dire. T'es peut-être plus focus, tu vois, sur le temps qui te reste à passer avec la personne. Et donc, du coup, bah, ouais, t'es pas dans l'instant présent. Donc, en vrai, les liens physiques, ça reste le B à bas dans le business. Et peu importe le business qu'on fait. Carrément. C'est ça, et puis c'est ce que je conseillais encore à des coachés, c'est qu'il y en a, ils ont du mal à se développer, et en fait, ils pensent que... Et puis, encore une fois, c'est pas de leur faute, mais ils pensent que du coup, il faut juste poster sur les réseaux et faire un site, alors que il faut faire marcher la reco. Exactement. Et ce côté formation en ligne qui a été hyper démocratisé, et ben, il va un peu à l'encontre de ça, mais c'est que parce que ça a été démocratisé que tout le monde le fait, que tout le monde communique là-dessus, que tout le monde dit ah mais c'est important les réseaux, sauf que du coup on oublie le plus important. Voilà. Le physique vraiment, ça reste le b.a.-ba et même le bouche à oreille. Enfin, tu vois, ce genre de méthode, c'est pour moi, ça reste des méthodes. On a beau parler, oui, prospection, oui, marketing de contenu, mais le bouche à oreille laisse parler tes clientes en fait. Tu vois. Apporte, Bah concentre-toi c'est sur ça.
clientes sur la valeur de ce que tu vas apporter et ensuite laisse-les parler pour toi en fait. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, pour moi, je pense que à partir du moment où tes clientes parlent pour toi, c'est que tu as vraiment quand même atteint un certain palier dans l'entrepreneuriat et là, tu peux commencer à être entre guillemets tranquille. Je dis bien entre guillemets parce que dans l'entrepreneuriat, on n'est jamais tranquille. Oui. Et Mais puis de toute façon, je fais vraiment partie de... Enfin, je pense vraiment que tes réseaux sociaux, ta stratégie digitale, dans la plupart des cas, elle vient simplement soutenir une réputation propre que tu t'es construit en amont. Parce que moi, je l'ai vu en essayant de développer pendant plusieurs années mes réseaux sans forcément développer mon réseau pro, etc. Parce que ouais, je pensais que fallait poster, il fallait engager avec les autres comptes et que ça allait être automatique. Sauf que t'as pas la même qualité, en fait. Ça n'a rien à voir. Et en fait, au plus tu travailles tes vraies relations, mais pas juste dans un intérêt financier ou juste un intérêt de vente, où tu t'intéresses aux gens, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai monté le podcast, et parce que ça m'intéresse de ouf, en fait. Et au plus tu connectes avec les gens, et ben en fait, au plus tu t'aperçois que tu as un cercle restreint, au plus tu t'aperçois que tu peux développer des choses hyper cool. ouais. Et carrément, et avoir des relations de qualité sur le long terme. Et je trouve que c'est apaisant. Parce que Oui. ouais, du coup, tu vois, tu peux te créer une confiance, Ouais. une stabilité, parce que tu peux compter sur les gens, tu peux compter sur les finances. Et en plus, quand tu arrives à avoir de la trésor, tu arrives à faire cet effet un peu boule de neige. Ça. Et puis du coup, tu passes plus de temps en prospect parce que franchement, à envoyer des messages tous les jours, devoir liker des comptes tous les jours, les routines d'engagement, Non. c'est chiant parce que en fait, moi, pour moi, les routines d'engagement, c'est m'abonner à des comptes business qui me font kiffer, même des comptes de réno en soi, enfin, tu vois, des sujets qui me font kiffer. Et donc, en fait, c'est le mot engagé, tu vois, qui me gêne parce que du coup, t'as l'impression que c'est un peu parce que t'attends quelque chose en retour, mais et de consommer des contenus comme ça te fait plaisir. Et pas juste simplement rester en retrait, à rien dire, à rien faire et avoir peur de parler ou quoi que ce soit. Complètement, complètement. Et je suis 100% d'accord avec toi. Enfin, moi, personnellement, depuis le départ, j'ai jamais envoyé 15 messages ou 30 messages ou 100 messages à qui que ce soit. La prospection n'a jamais fait partie de ma méthode de vente et pourtant, j'ai travaillé dans la vente. Hein, donc, mais même à l'époque où j'ai travaillé dans la vente et où j'étais manager, le seul reproche qu'on pouvait me faire, c'est Alizé, tu vas pas vers les gens, il va falloir que tu ailles vers les gens. Et non, en fait. Et pour moi, la prospection, c'est un peu la même chose. La vendeuse qui arrive, en fait, pour moi, la prospection dans notre domaine, c'est la vendeuse qui arrive dans le magasin et qui te dit bonjour, vous cherchez quelque chose. Ah non, mais ça vous va à merveille, vraiment, achetez-le. Alors que ça te va pas du tout. Voilà. Surtout qu'ils sont cramés à 10 km. Voilà, exactement. Mais du coup, dans notre milieu à Tu nous, t'arrêtes pas. Bah oui. tu t'intéresses pas vraiment à la personne. En fait, échange avec la personne vraiment et va lui parler si Oui. tu veux lui parler. Si tu rentres dans un magasin et que tu vas pas dire bonjour à la personne, ça sert à rien d'envoyer des messages de bienvenue à chaque personne qui passe sur ton compte, quoi. Si ça fait pas partie de ta personnalité, genre, ça sert à rien. Bah c'est ça, puis je trouve que c'est aller forcer un truc. Tu vois, au contraire, je trouve que c'est 10 fois... Enfin, là, moi, je vais donner des stratégies que je donne rarement et je gratos. Allez, tenez, calme. Mais c'est en gros, tu sais, et en fait, tu le vois, les personnes qui sont... Quand t'as moins de 10 000 abonnés ou même quand t'as moins de 100 000 abonnés, mon fiancé, il a déjà géré un compte avec 60 000 personnes. Et en fait, il y a toujours des personnes qui ressortent. Il y a toujours des personnes qui sont plus souvent que les autres. Intéressez-vous à ces personnes-là. Ou alors, proposer des sondages en story. Maintenant, on peut même faire des sondages sur des Reels et sur des carousels. Et ça, c'est trop bien. Là, on parle vraiment d'Instagram. Mais on peut parler aussi de contenu long. On peut engager avec les gens dans le contenu long. Bon, après, là, dans mon exemple, ça va pas trop marcher, tu vas voir. Mais par exemple, un sondage Insta, si vous faites une story où vous parlez, déjà par essence, ça fera moins de vues. Encore plus loin, il y a peu de personnes qui vont l'écouter. Par contre, les personnes qui vont l'écouter, elles vont être très qualifiées, elles vont vraiment s'intéresser à ce que vous dites. Et faire un sondage par rapport à ça, c'est aussi sonder les personnes. Et c'est aussi, je trouve, intéressant d'aller dans ce sens-là, de chercher en fait la discussion avec la personne et pas chercher la discussion pour la discussion. Et quand tu fais un sondage, et bah, tu vas voir la personne et dire, ah, tiens, c'est quoi ton avis? Et puis en engageant, et ça, je trouve ça déjà beaucoup plus pertinent Complètement. que de juste en fait aller prospecter, parce que je me suis déjà fait conseiller ça aussi. Et en fait, il y en a, ils vont te dire, ouais, en fait, faut envoyer des messages tous les jours, faut prospecter tous les jours, faut envoyer des messages à tes abonnés, à tes machins tous les jours. En fait, tu fais quoi? C'est quoi la stratégie? C'est de copier-coller un même message. À la limite, tu fais quoi? Bah, tu changes 3 lignes au milieu, parce que tu vois que la personne elle s'intéresse au chien, et puis l'autre qu'elle s'intéresse au maquillage, et que l'autre elle s'intéresse à la vidéo. Et c'est quoi, en fait? C'est discuter pour discuter, c'est pas authentique.
Non. Et du coup, ça fait quoi? Bah, sur 100 personnes, il y en a 10 qui vont te répondre. Et parce que tu fais du forcing, et bah, il y en a peut-être 2 qui vont acheter un truc. Sauf qu'en attendant, t'es passé pour un con devant 98 personnes. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que, enfin, vraiment, la prospection, en fait, je pense que tu peux en faire de la prospection, mais il faut vraiment que tu maîtrises le sujet, que tu maîtrises le domaine et que tu fasses pas de la prospection pour dire, genre, j'envoie des messages et j'envoie 15 000 messages. Parce que je pense même que si on remonte à l'origine de la prospection, c'était pas ça, en fait. La prospection, c'était pas envoyer 15 000 messages. La prospection, c'était aller chercher, en fait, la qualification d'un client potentiel. Et en fait, c'était vraiment l'intermédiaire, en fait. Tu vois, il y avait quelqu'un Oui. d'intermédiaire qui allait s'occuper d'aller recruter potentiellement des clients pour du coup son client ou pour lui tout seul. Mais en fait, il y a une qualification derrière que tu vas chercher chez la personne. Et je pense que l'origine de la prospection, c'était même pas envoyer 15 000 messages en fait, qui n'ont aucun sens Mais et qui non, c'est aller chercher d'autres entrepreneurs avec qui faire de la porte d'affaires ou... Enfin, les pour moi, c'est plus connaissent, faire ça des échanges. que Bah de ouais, faire chier le client. bah c'est oui, pour moi aussi. Moi, je vois l'origine de la prospection, je la vois beaucoup plus de cette manière-là que de la Ah manière oui, complètement. massive de on envoie 300 messages. Non. Et donc, ça fait encore partie des actions de l'ombre qu'on voit pas, tout comme la compta, tout comme la fisca, et aussi tout comme les doutes de mindset qu'on peut avoir, tout comme tout ce qu'on voit pas. Et justement, j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus sur l'authenticité, parce que toi, c'est vraiment le maître mot, moi, je trouve, enfin, le côté vraiment hyper solaire, etc. Mais le côté avant tout authenticité, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que, en fait, t'es pareil en vrai quand on discute en off, que dans le podcast, que dans les stories. Et c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Ça fait partie. Je dirais que moi, chez moi, ça a toujours fait partie de ma personnalité. Et pour moi, c'était quelque chose qui. J'ai mis un point d'honneur au début de mon activité à dire, en fait, la chose vraiment que je désire qu'on retienne de moi, c'est que je suis la même sur les réseaux, en FaceTime, en off. Peu importe, tu me croises dans la rue, on va boire un café. En fait, vraiment, je tiens à garder ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui, pour moi, c'est une valeur qui est fondamentale, en fait, d'être authentique, d'être vrai. C'est-à-dire que des fois, je peux être même un peu trop vrai et trop cash parce que justement, je ne mets pas les mots des fois où je mets pas forcément l'effort ou ce genre de choses. Mais ça fait partie de ma personnalité et ça fait partie de mon authenticité. Et c'était vraiment une valeur qui était importante pour moi de prôner parce que bah, je pense qu'aujourd'hui, si les gens, ils ont potentiellement envie de travailler avec moi, bah, s'ils me contactent, s'ils me voient à travers les réseaux, ils vont s'attacher à moi. Et en fait, le problème, c'est que s'il y a une dissonance derrière, bah, en fait, ça va être un gros bide ou un échec ou voilà. Donc en fait, s'il n'y a pas une lignée, un fil conducteur en fait, hein, tout simplement entre bah, tes réseaux, la personne que tu es, toi et ce que tu prônes et tes valeurs, bah, à un moment donné, il y aura un déséquilibre et ça se sentira. Donc Ah oui, parce que les gens... Bah, en fait, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être dans ce déni un peu, de dire, ouais, mais j'ai cette image-là, et que dans la réalité, les gens, faut pas prendre les gens pour des cons. oui, Voilà. On va être honnête. C'est que les gens, normalement, quand t'es pas honnête et que tu fais genre, bah, enfin, je trouve que ça se voit de ouf. Parce que ne serait-ce que de faire un événement physique ou de faire une conférence ou quoi, parce que quand tu commences à être bon dans ton domaine, t'es forcément demandé sur des événements, sur des trucs, tu vois. bien sûr. Peu importe le niveau, hein, même quand t'as 1000 abonnés, même quand t'as 3000 abonnés, les gens te demandent parce qu'en fait, au bout d'un moment, ton réseau, encore une fois, on en revient tout le temps la même chose, ton réseau physique, quand t'as des personnes qui vont dans tes valeurs, et bah, du coup, forcément, tu trouves des personnes qui vont te demander, et je trouve qu'il y a rien de pire. Genre, moi, ce serait vraiment la pire chose qu'on puisse me dire que, bah, en fait, t'es pas du tout comme ce que tu prônes. Ouais. Et genre, parce qu'il y a des personnes qui sont quasiment pareilles, mais en fait, qui ont des petites choses, tu sais, qui vont changer, qui sont assez malsaines, tu vois. Des gens qui vont dire, ah, moi, je suis comme si, notamment dans l'entrepreneuriat, le dev perso, etc., qui vont dire, ouais, moi, je suis comme si, je suis comme ça. Et la personne, quand tu la vois en vrai, alors, c'est le premier à s'énerver pour rien, à faire des petites réflexions. Complètement. Même les nanas entre elles, tu sais, Oui, oui, c'est qui les vont nanas. essayer de j'allais dire un gros mot, mais te mettre en l'air les coups que t'es en train de faire, businessment parlant et tout, tu vois. Ah ouais, ouais, non, mais vraiment, c'est pour ça que, ouais, non, l'authenticité, c'est quelque chose qui est important et vraiment cultivez votre authenticité. Vraiment, travaillez-la, cultivez-la et bah, enfin, n'ayez pas peur, en fait, d'être vous. Parce que après tout, les gens, si vous choisissent, c'est pour vous, quoi. Enfin, c'est votre plus grande force, clairement. Et personne Bah, ne c'est sera. ça. Et puis, Donc, misez juste bah, sur ça. ouais.
Mais complètement et je pense que c'est aussi le plus beau cadeau qu'on puisse se faire parce que je trouve que dans cette recherche de personal branding authentique, Mmh. tu as aussi beaucoup une recherche de soi et moi, c'est cette partie que j'adore. Complètement. Après, moi, enfin, je pense que pour pouvoir être aussi à l'aise et être aussi authentique sur les réseaux, je pense que c'est aussi parce qu'il y a eu un énorme travail sur moi-même en amont aussi. Hein. Ça, c'est pas arrivé de nulle part et j'ai pas toujours été ultra à l'aise comme je le suis aujourd'hui, quoi. Donc, Oui, c'est compliqué de se définir aussi. alors, se définir, c'est très compliqué. Se montrer authentique, c'est très compliqué. Se montrer vulnérable à certains moments, parce que du coup, bah, pour moi, à partir du moment où il y a de l'authenticité, il y a aussi ce truc d'être vulnérable, en fait, envers les gens, envers ta communauté, et être transparent, en fait, avec eux, tu vois. Et ne pas attendre que les choses passent pour en parler ou quoi que ce soit. C'est vraiment, genre, en parler à l'instant T. Et dans tout mon cheminement de dev perso, j'ai partagé certaines choses avec ma communauté que j'avais envie de partager, dont des moments forts où, ouais, littéralement, prise de conscience à 23h, bah ok, en fait, prise de conscience, je fais une story parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui font ça et que ça peut les aider, en fait, et ça peut leur faire du bien. Donc, c'est dur pour moi, mais je le fais parce que je me suis promis d'être authentique. Et parce qu'aussi, c'est ce qui fait sens pour toi aussi. Ouais, Parce que je trouve que dans le dev perso, en fait, au plus tu montres, même dans l'entrepreneuriat, en soi, hein, dans tous les domaines, au plus tu montres tes challenges, en fait, dans la tête des gens, c'est quand tu montres tes challenges, tes soucis, en gros, en plus, moi, je préfère les appeler des challenges. Quand tu montres tes difficultés, etc., dans la tête des gens, en fait, tu vois, une personne va regarder ces challenges-là chez quelqu'un, il va trouver ça stylé, mais quand c'est pour lui, c'est hyper compliqué alors que ce sentiment-là de je peux pas me montrer comme ça, mais en fait la personne qui a fait le contenu et qui t'inspire, elle l'a aussi. ouais, Ouais, et exact. moi c'est ça aussi que voilà, hier en faisant ma story où je disais voilà j'ai telle remise en question machin truc, Ouais. et en le faisant j'étais en mode waouh est-ce que je partage pas un peu trop, et du coup après quand t'as les retours des gens qui disent ouais non mais en fait pas du tout. Non. Après bien sûr hein, tu vas pas parler, enfin moi je vais pas parler de mes relations amicales, de mes relations amoureuses, de mes relations familiales, enfin ça a rien à voir. Non. Et puis encore une fois c'est cette partie de l'ombre qui est Oui. importante pour nous et que du coup ça a pas de sens de les partager, mais vraiment il y a vraiment ce côté de l'ombre en fait où il y a plein de gens qui ne voient pas, et je trouve que c'est un truc de ouf. Ouais, vraiment. Et enfin vraiment la partie mindset, hein, de toute façon, aussi bien toi que moi, on aime aussi cette partie-là. Et c'est quelque chose qui est très important, vraiment. C'est se connaître soi. En fait, je pars du principe que c'est le plus gros challenge bah, d'un entrepreneur, c'est vraiment d'arriver à se connaître. Et de toute façon, on se connaît jamais en intégralité. On évolue toujours. On est un peu comme des Pokémon. Hein, on est en mutation permanente. Donc en fait, on se connaît jamais. Et l'objectif, c'est vraiment, bah, et je pense que l'entrepreneuriat nous aide aussi énormément à se découvrir et à apprendre à se connaître, puisque bah, du coup, c'est challengeant. On est seul face à nous-mêmes. Donc c'est à nous de nous mettre des coups de pied aux fesses pour y aller. Il y a personne derrière qui va nous les mettre. Donc Ah oui, et puis on est 100% responsable, hein. exactement. Donc, c'est à toi d'y aller et du coup, bah, apprendre à te connaître pour pouvoir y aller plus sereinement et avec beaucoup plus de confiance. Et ça c'est compliqué. Ah, c'est Et je trouve que tu sais, ce travail de légitimité et de confiance, il est je le trouve quand même incroyable, tu vois. Parce que tu peux te voir toi-même dans des états des fois émotionnels, intellectuels, etc., de dire ouais non mais en fait j'en suis arrivée là parce que je me suis pas respectée, et bon, en plus comme tu as fait de la PNL tu comprends hein, le tableau, ses besoins, le système limbique, les émotions, les perceptions, et je communique beaucoup autour de ça en ce moment sur le côté mais en fait offre-toi les bonnes perceptions. vraiment, Apprends à voir les choses de la bonne manière. ouais. Je pense que c'est pas un travail qui est facile à faire, mais honnêtement, pour moi, c'est le plus beau des travails. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Ah Euh, oui. je pense que ça n'a même pas de valeur, en fait. C'est juste toi et toi-même, en fait. Et de te dire, genre, waouh, j'ai juste, en fait, changé la perception des choses et du coup, bah, Et je l'ai fait. c'est ça, je l'ai fait. Et la fierté que t'as, tu sais, quand tu te dis en fait, je suis dépendant de rien, je travaille sur moi, je travaille sur ce que j'ai envie de faire, je travaille sur ce sur quoi j'ai envie d'évoluer. Et je trouve que ouais, ce travail, il est ouf. Et d'autant plus après, parce que déjà, ça c'est les premières parties. Et après, il faut le mettre en forme pour
communiquer dessus. Oui. Et ça, c'est la partie, je pense, la plus challengeante parce que du coup, ça te demande d'avoir une franchise, une ouverture d'esprit et une vulnérabilité qui est pas forcément toujours évidente à avoir. Ouais, et puis aussi des fois enfin, je sais que j'ai ce truc-là pour moi, mais pas pour les autres, et je sais que ça le fait pour tout le monde, que ça part tellement dans tous les sens dans ta tête que du coup, t'as du mal à recentrer pour créer une communication qui soit cohérente Ouais. et Mais que ça soit fluide. hein, la communication, c'est une partie qui est challengeante aussi hein, pour soi. Parce que Ah oui, tout justement, ce qui touche au personal branding, c'est tellement personnel, ça demande tellement de travailler avec la personne en face sur qu'est-ce qu'elle veut, sur ce à quoi elle aspire, etc. C'est pour ça que je trouve que le côté dev perso et entrepreneuriat, ça va forcément ensemble. Il y a pas de que entrepreneuriat ou que dev perso. Et non, je donne souvent ces exemples, tu sais, les deux ronds qui vont se croiser. Et juste mais la c'est ça. petite zone de croisement. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. On est clairement en plein dedans et c'est pour ça que ça fait partie vraiment, enfin, la partie mindset, ça fait vraiment partie intégrante du parcours entrepreneurial. Ouais, Et- ben, aussi, ben, c'est avec un mauvais mindset, c'est vite compliqué. Quand t'es plus bloqué que libre dans ta tête, Ouais, c'est c'est quand même vachement plus sympathique d'avancer. et donc du coup, peut-être un dernier point quand même qui serait sympa à regarder parce que ça fait déjà 40 minutes de Oui, podcast. Déjà, on va ça va trop vite, tu vu? peut-être pas vous prendre un peu trop votre temps. C'est ça, puis après surtout que je sais que tout le monde en aura marre. Je préfère en fait faire 2 épisodes sur 2 sujets, Ouais, plutôt qu'un épisode trop long que personne n'écoute. d'accord. Ma question du coup c'est, ça a été quoi en fait ton cheminement? Parce que tu parles beaucoup de dev perso et on voit du coup que tu es vachement familiarisé avec ça. Tu nous disais que tu avais une famille d'entrepreneurs, enfin tu étais très entouré en tout cas par des entrepreneurs. Mais ça a été quoi en fait depuis le début? Parce que la première cliente du coup c'était vachement axé développement d'une com, etc. Enfin vraiment Mhm. développement backstage, process, gestion, vision et compagnie. Comment est-ce que ça a vraiment dérivé sur cette partie beaucoup plus intense en termes de dev perso, en termes de marketing, etc. Parce que du coup, j'imagine que tu t'es formé en amont. Ouais. Mais comment est-ce que tu as fait évoluer du coup tout cet écosystème au fur et à mesure du temps? J'ai fait évoluer en fait cet écosystème. En fait, je suis très à l'écoute de moi-même. Et alors, je sais pas si on peut appeler ça de l'intuition ou peut-être autre chose, mais en fait, je suis vachement à l'écoute de moi-même et j'ai senti que j'en avais besoin pour moi. J'avais vraiment besoin de faire ce cheminement-là pour moi, en fait, avec le développement personnel. Mais au-delà de le faire pour moi, en fait, je sentais que les personnes qui étaient en face de moi avaient ce besoin également. Et j'aime toujours être mon propre cobaye des choses. Donc du coup, j'ai d'abord expérimenté ce que j'avais expérimenté. J'ai d'abord fait mon cheminement. Bon, après, le cheminement, l'entrepreneuriat a accentué la chose, mais après, mon cheminement dans le développement personnel a commencé déjà très, 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 très jeune. Et aussi à travers la spiritualité, parce que j'ai une famille aussi très spirituelle. Et je voyage moi-même beaucoup dans des lieux et dans des endroits qui sont très spirituels. Donc, le développement personnel, j'ai toujours un peu baigné dedans. Mais j'ai vraiment accentué ça, en fait, quand je suis partie dans l'entrepreneuriat. Quand je me suis vraiment lancée dans l'entrepreneuriat et notamment dans le digital. Autant dans les autres, c'était pas forcément une partie, tu vois, qui était très prenante. Autant dans celle-ci, j'ai senti que j'en avais réellement besoin, que j'avais vraiment, en fait, besoin de partir vraiment dans mon plus beau voyage intérieur. Tu vois, d'aller vraiment chercher à l'intérieur de moi profondément, même si c'est inconfortable, même si ça fait pas forcément du bien toujours, je sentais que c'était nécessaire. Et en fait, quand j'ai réussi à le faire pour moi, je me suis dit, ok, bah, à ce moment-là, je suis capable de pouvoir le proposer. C'est ouf parce que j'ai la même histoire. Et cette partie, et c'est ce côté légitimité que, ok, maintenant j'en suis arrivée à mon niveau, Mm. tu vois, en termes de dev perso. Mais maintenant, il faut que je puisse le faire pour les autres, sachant que j'ai encore moi-même mes challenges. C'est ça. Et je trouve que cette partie-là aussi, elle est hyper compliquée à gérer, tu vois. Et ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que moi, c'est pareil, ça fait pas très longtemps que je parle vraiment de PNL à fond et de dev perso à fond. Pourtant, j'y suis depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a à 16 ans, il y a 4 ans. Ce qui m'a mis le pied dans l'entrepreneuriat, c'est le dev perso, en fait. Ouais. Je lisais Miracle Morning et tout au lycée, quoi. Enfin, vraiment, un truc ouf. Et ça s'est vraiment réveillé au bout d'un moment comme un besoin de me dire, mais en fait, j'ai besoin d'aller Mm. au-delà de ça,
Ouais, dans les besoins de la personne et que en fait, parfois, la personne, elle vient juste pour de la com ou du marketing ou développer vraiment un business sans forcément avoir cet attrait dev perso parce qu'il y a des fois encore un peu cette image, tu sais, un peu, un peu parfois chelou. Après, même si moi, je sais que dans ma manière de communiquer, je le fais de manière très terre à terre, donc j'ai pas souvent ce genre de cas de figure, mais pour certaines personnes, c'est encore le dev perso un peu trop, tu sais, spirituel, c'est dans le ça. sens, paumé, quoi. Ouais, 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 ouais. Et en fait, tu te rends compte que des fois, moi, comme en plus, c'est vraiment 2 entités bien séparées, les prestats et les coachings, coaching, marketing, entrepreneuriat et aussi coaching PNL qui sont tous liés. Mais en fait, des fois, tu t'aperçois qu'il y a une personne qui vient pour quelque chose qui a rien à voir. Et en fait, parce que tu lui poses des questions et parce que, bah, du coup, d'elle-même, elle comprend, tu Ouais. vois? Et en fait, c'est ce côté-là un peu aussi qui est challengeant, je trouve, parce que quand tu commences à faire ton cheminement, faut aussi faire hyper attention parce que tu peux pas faire n'importe quoi avec la vie des gens. Complètement, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Ouais, est-ce qu'il y en a autant le faire dans le monde du business, c'est une chose, Oui. mais tu peux, détruire la vie d'une personne. Autant quand tu touches à des. Enfin, je pense que de toute façon, le mindset, quand tu touches au business, tu le travailles quand même différemment de quand tu touches au particulier, tu vois, et au côté perso. Enfin, je pense qu'il y a quand même une différence dans les deux. Mais effectivement, enfin, il faut quand même faire très attention et il faut vraiment avoir, enfin, ouais, une formation, une qualification, quelque chose derrière, quoi. Tu peux pas y aller au talent en te disant advienne que pourra. Ah oui, c'est ça, parce que toi derrière, si tu as des blocages, des pensées limitantes, dans ta tête et que tu les transmets à la personne en face, ça peut en fait, ça peut et que surtout que toi derrière, du jour au lendemain, parce que tu te sens pas légitime, parce que tu te dis: «Ah merde, j'ai fait de la merde» ou quoi, bah, tu décides de disparaître et de pas aider la personne et bah, en fait, tu peux laisser une personne dans une merde noire parce que du coup, eh bah, elle sera un peu dégoûtée du dev perso donc elle ira plus Ouais. et du coup, elle repartira avec des blocages, des peurs, des pensées limitantes, enfin toutes ces choses-là qui sont pas d'elle. Mm. Alors que nous, notre but, c'est plutôt d'aller chercher ce qui va pas et d'offrir les bonnes perceptions et d'aller chercher et de faire en sorte que la personne fasse des choses qui ont du sens pour elle par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'elle veut développer, etc. Et, et que nous, notre but, c'est d'aller chercher les choses qui vont bloquer cette envie de progression-là. Mais c'est pas non plus en rajouter, parce que les gens, ils ont leur casserole. Donc nous, le but, c'est pas de remettre d'en remettre derrière, quoi. Complètement, complètement. Et je pense que de toute façon, il y a quand même il y a quand même une distance à garder quand tu touches à tout ce qui est dev perso et tout ça. Tu vois, il y a quand même pour moi, il y a quand même une distance encore à garder. Tu vois. Mm. Parce que justement, Parce en que fait, après, toi, tu fais plus de dev perso que moi. Parce que moi, je fais le dev vraiment partie dev perso pro, alors où moi, je travaille les blocages, etc. Mais je fais pas genre les relations amoureuses, les relations familiales, etc. je fais pas du tout non plus. Moi, je touche pas du tout au particulier dans le dev perso. Et d'ailleurs, bon, là, avec Scale Your Biz, j'y touche pas énormément. J'y touche de temps en temps quand je sens que ça bloque un petit peu au dev perso. Mais après, c'est vrai que c'est pas la partie prenante de ce que je fais. Mais par contre, j'y ai touché un peu plus. C'était quand c'est au mois de septembre, j'avais sorti justement une formation sur le dev perso pour les entrepreneuses. Donc là, c'est vraiment une formation, il y avait des coachings à l'intérieur. Donc là, je suis rentrée un peu plus dans le deep. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là, en fait, où bah, effectivement, quand tu commences à rentrer dans le deep des sujets avec la personne, tu te dois de garder quand même une certaine distance, tu vois, même émotionnellement parlant. Oui, je comprends. Après, c'est ce côté, c'est ce côté un peu pas, parce que t'as peur du coup enfin t'as peur ou t'as pas envie d'apporter tes peurs à la personne, que tu Euh, mets de la distance, ou alors, parce que t'as pas envie d'être émotionnellement trop impliqué pour pas justement avoir ce freinage émotionnel que tu peux avoir quand t'as stress. exactement. En fait, j'ai pas envie que du coup l'émotionnel vienne interférer dans ce qu'il est en train de se passer. Parce que du coup, à un moment donné, si l'émotionnel il vient interférer, bah du coup, il y a un manque de rationalité à un moment donné et on doit quand même bah, garder cette rationalité en fait. Bah oui, carrément. Putain, hyper intéressant cette discussion de coach à coach, c'est trop cool. Est-ce que pour finir le podcast, Ouais. t'as envie de dire quelque chose aux auditeurs, un conseil, une citation, quelque chose qui t'a aidé? Il y a une phrase qui m'a aidée, qui me drive au quotidien, c'est que rien n'est impossible et
On parle souvent de croyances limitantes, mais du coup, il y a les croyances aussi qui te propulsent. Il y a celles qui t'aident et qui te drive au quotidien. Et celle-là, c'est vraiment celle qui me drive au quotidien. C'est tout est possible vraiment. Et au plus tu vas implémenter cette croyance-là de tout est possible, au plus tu vas te rendre compte que réellement tout est possible. Trop bien, merci beaucoup. Je te remercie d'être venue dans le podcast. Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Et bah franchement, on a passé un trop beau moment. On a discuté genre 1 heure et demie avant. Oui, On a fait 50 minutes. on a fait allez, on va voir 45-50 minutes de podcast. Et non, franchement, c'est trop cool. Moi, j'ai trop kiffé. Au plaisir de te revoir sur la voie d'entreprendre pour, pourquoi pas, parler d'autres sujets dans quelques temps. Ce sera avec grand plaisir. Je te remercie. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram et uniquement sur Instagram pour l'instant, mais bientôt sur YouTube et avec un podcast. Très rapidement. On adore. Donc c'est Elarise, E2LARISE. Exactement. Super. Je vous remercie pour votre écoute. Merci encore à toi, Alizé. Et je vous dis à la semaine prochaine.